Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Les industries extractives présentent des défis particuliers tant pour les États fragiles que pour les nations en voie de développement. L'exploitation des ressources naturelles non renouvelables, y compris le pétrole, le gaz et les minerais, a souvent été citée comme un vecteur important de déclenchement des conflits violents. Le Gorée Institute au Sénégal a initié un atelier de renforcement de capacité des acteurs sur la question. Comment faire face aux conflits liés au secteur? C'est le thème de cette émission. Et nous avons le privilège de recevoir deux invités en plateau. Vazoumana Koné, bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci. Vous êtes président de l'ONG APCA-Vie, qui est l'organisation pour la prévention, l'environnement, la santé, l'éducation et l'agriculture Vie. Par la même occasion, président de l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif de Côte d'Ivoire. Oui. Sur notre plateau également, Madame Koné Nonties, elle est présidente de Action pour la protection des droits de l'homme à PDH. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Avec vous, monsieur, madame, nous allons parler de ressources extractives, surtout comment faire face aux conflits liés au secteur. Monsieur Vazoumana Koné, on l'a dit, président de l'ONG APCA-Vie et puis l'Observatoire de la bonne gouvernance. Alors dites-nous, vos deux organisations, l'une après l'autre, quelles sont leurs missions? Merci bien, monsieur Aouma, de nous recevoir sur ce plateau qui aujourd'hui nous permet de parler, de porter la réflexion ensemble en ce qui concerne bien sûr le secteur extractif. OPCA-Vie, qui est une organisation qui est assise à Divo, c'est à quelques kilomètres d'Abidjan, a pour mission bien sûr de travailler avec les communautés locales et avec les communautés locales, encadrer les communautés locales et voir dans les projets de développement local minier qui sont exécutés dans les zones rurales, si les droits des communautés sont pris en compte. Et qui parle des droits des communautés, on parle des droits sociaux, des droits environnementaux et les droits économiques, voire même culturels, si ces éléments également sont pris en compte et accompagner les communautés dans la mise en œuvre de ces différentes activités. Donc, aussi de prévenir toute action qui impacte négativement le quotidien de ces communautés. Au niveau de l'ONG OBGSE, la plateforme OBGSE, est une organisation qui regroupe 30 organisations de la société civile ivoirienne qui interviennent sur diverses thématiques en lien avec le secteur extractif, qui parlent des droits également, les droits de l'homme, la protection de l'environnement. Et là, vous l'avez touché, les droits de l'homme, voilà. Et à l'ONG APDH, la présidente de Action pour la protection des droits de l'homme à PDH. Vous en direz également plus sur cette organisation, entre autres missions, puisque nous allons voir le rapport avec les droits des personnes sur les zones d'extraction des minerais. D'accord, donc retenez simplement que APDH, donc Action pour la protection des droits de l'homme, est une organisation non gouvernementale de droit ivoirien qui est née en 2003 en Côte d'Ivoire et qui exerce depuis lors sur les thématiques en lien avec la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme. Donc nous travaillons sur les droits de l'homme de façon transversale, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, des droits économiques, socio-culturels, mais également les droits de la troisième génération, appelés les droits de solidarité. Donc, dans le courant de nos activités, nous adressons régulièrement aussi des questions en relation avec la transparence, la gouvernance électorale et bien entendu également la gouvernance dans le secteur minier. Et donc, nous avons déjà produit un rapport nommé IRE, mine d'or ou mine de malheur, en 2014, qui relève un peu les différents conflits qui opposent donc les mines qui s'installent aux populations et également les violations des droits de l'homme qui sont perpétrées. D'accord, très bien. Voilà. Et nous avons également réalisé un film titré IRE, mine d'or, mine de malheur. Et récemment, je crois en décembre, nous avons sorti un deuxième rapport encore sur l'exploitation minière en Côte d'Ivoire qui est titré « Ils détruisent nos champs et occupent nos terres cadeaux ».
D'accord, Voilà. tout ça, on va parler tout à l'heure. Mettons donc le pied dans le plat. Nous sommes en train de parler de ressources extractives, donc des industries qui s'installent, qui exploitent une zone, et puis par après, il y a des conflits qui devront être gérés. Dites-nous dans le processus, comment ça se passe pour qu'une entreprise puisse s'installer et qu'est-ce qui se passe par la suite? Merci bien. C'est quand même déplorable le plus souvent quand une industrie veille bien s'installer dans une localité de ne pas prendre suffisamment en compte la vie et la préoccupation même des communautés. Donc il n'y a pas de véritable consultation participative. C'est ça qui cause le plus souvent le problème. Aussi, il y a les OSC ne sont pas suffisamment associés. Vous voulez parler des organisations de la société civile. Les organisations de la société civile ne sont pas suffisamment associées. Alors que ces OSC sont bien outillées pour bien accompagner la communauté, donc elles sont plus près des communautés. Et c'est ça qui cause le plus souvent le problème. Et un autre élément, c'est qu'on ne dit pas la vérité le plus souvent aux communautés quand on vient rencontrer les communautés, puisque l'entreprise veut faire des gains. Et à la suite de cela, malheureusement, tous les paramètres ne sont pas réunis pour mettre les communautés dans les conditions de discussion, d'échange, de consultation précises. Et c'est là que les OSC doivent rentrer en ligne de compte pour expliquer la situation exactement aux communautés, puisque les communautés font plus confiance aux organisations de la société civile que d'autres structures qui sont parachutées sur place là-bas. Donc voilà un peu les premiers éléments que je peux dire. Madame Koné, est-ce que vous partagez cet avis ou vous avez vécu une expérience différente quant à l'installation des industries et progressivement leur rapport, leur collaboration avec les sociétés, enfin les riverains ou les populations? D'accord. Je voulais d'abord apporter une clarification. Okay. Voilà, lorsqu'on parle de l'exploitation minière, il ne faut pas tout de suite voir les industries uniquement. Il y a également l'exploitation à petite échelle, notamment les artisans qui s'installent. Généralement en Côte d'Ivoire, on parle d'orpailleurs. Okay. Donc il y a l'orpailleur légal qui a un permis pour travailler, qui a demandé une autorisation à l'État. Donc l'État lui donne une autorisation pour travailler. Et là, lui le fait légalement. Mais à côté de ça, il y a l'orpaillage clandestin et qui détruit vraiment toutes les localités de la Côte d'Ivoire en ce moment. D'accord. Et là, nous mettons beaucoup plus l'accent sur les structures légalement installées. Sauf que il signifie que parfois, les populations, on ne les prend vraiment pas en compte avant de permettre l'installation. Voilà, et donc nous avons mené plusieurs missions terrain. Okay. Et bon, nous savons que pour s'installer, l'industrie doit avoir d'abord un permis venant de l'État. Mais après ça, l'industrie doit se tourner vers les populations pour prendre les différents avis. Et c'est là qu'il y a problème. Très souvent, les populations disent qu'elles ne sont pas vraiment informées, elles n'ont pas, elles ne sont pas éclairées en fait. L'industrie vient, elle leur promet monts et merveilles et à la suite, elle découvre que non, c'est pas ça. Et c'est justement de là qu'est parti le premier titre de notre rapport titré « Iré, mine d'or ou mine de malheur ». Donc c'est une phrase qui est sortie de nos visites terrain qui met en relief le fait que les industries n'impliquent pas véritablement les populations en amont. Voilà. D'accord, parlons des conflits qui naissent. Quels sont les facteurs déclencheurs de ces différents conflits? On va pas dire qui la faute, mais on veut comprendre. C'est ça. Je pense qu'il y a un premier élément, c'est la gestion de l'information. Ok. On a le plus souvent un gros problème au niveau des communautés. On commence d'abord par nos lois. La loi en tant que telle, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait pour la pauvre loi aussi? Le pauvre habitant de Iré, par exemple, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Alors, comment il fait pour interpréter les articles de la loi qui les protègent ou
qui lui montre ses droits et ses devoirs en ce qui concerne l'application de la loi. Donc, ce n'est pas le plus souvent simplifié et adapté au niveau intellectuel de nos parents le plus souvent. On n'a pas encore vu une loi en Côte d'Ivoire qui a été traduite en langue locale, mais je pense qu'on devrait y songer, ça va venir dans les recommandations. Donc du coup, l'accès à l'information, la compréhension même du sujet, de la thématique, là se trouve le plus souvent des difficultés. Donc quand ce n'est pas bien expliqué et on ne dit pas honnêtement ce qui doit se passer aux communautés, ça cause d'énormes difficultés. D'accord. Sur la base du rapport ou des rapports que vous avez publiés, quels sont les facteurs qui déclenchent la plupart du temps les conflits, de façon précise sur les zones que vous avez étudiées? D'accord. Donc il faut voir les droits fonciers. Généralement, les populations, comme il a dit tout à l'heure, elles n'ont pas l'information que le sous-sol appartient à l'État, selon nos codes en Côte d'Ivoire, notre loi. Et quand on leur dit que le sous-sol appartient à l'État, elles se disent non, mais non, elles sont propriétaires des terres. Donc toute la terre. Voilà. Donc il y a problème. Également, les populations n'ont pas de titre foncier sur leurs différentes propriétés. Elles n'ont pas de papier, les terres ne sont pas immatriculées. Ça, c'est également un problème, ce qui fait que souvent, il y a des conflits intergroupes. Voilà. Et il y a aussi le problème de l'environnement, les impacts environnementaux de l'exploitation minière qui créent des conflits. Ensuite, il y a aussi les problèmes de santé qui sont relevés par les populations. Très souvent, notamment l'utilisation des produits chimiques, par souvent même leur paillage, notamment le mercure, voilà, qui cause des problèmes de santé aux populations. D'accord, on peut les citer encore. Très bien, nous sommes déjà en train de parler même des conséquences. Une entreprise, une industrie s'est installée, vous l'avez dit, elles promettent parfois monts et merveilles, elles vont exploiter une zone, l'État a donné un permis d'exploitation de la zone, elles promettent de la construction d'infrastructures, mais comme elles viennent le signifier, ce n'est pas sans conséquences. Alors, au plan environnemental, au plan économique, qu'est-ce que vous avez pu observer dans votre expérience avec les populations? Le premier élément que nous avons observé, c'est qu'il y a une très grande baisse de production agricole constatée dans les zones qui est en lien avec l'impact produit par la poussière qui sont le plus souvent soulevés par ces entreprises d'exploitation. Et l'autre élément, c'est que il y a expropriation des terres en tant que telles. Donc on appelle généralement l'accaparement des terres. S'il n'y a plus de place pour les communautés de cultiver, donc il va sans dire que la sécurité alimentaire prendra véritablement un coup. Donc du coup, ça suscite des conflits fonciers, comme Mme Koné l'a dit tout à l'heure, qui sont la base même de véritables préoccupations au niveau des communautés. Il y a aussi la relocalisation des villages. Donc il y a un mouvement qui est des villages dans d'autres zones qui affectent aussi les différentes cultures entre les communautés, puisqu'il y a d'autres communautés qui vont rejoindre les autres aussi également dans des différentes localités. Donc il y a déjà un conflit qui se crée en termes de rapports humains, en termes de démographie également. L'autre élément, c'est l'insécurité. Les zones sont exposées à l'insécurité totale, puisque toutes sortes d'individus se retrouvent dans la zone. Et il y a aussi un certain nombre de concurrences locales déloyales qui est dans le secteur. Et la question de l'employabilité, est-ce que parfois aussi... Oui, la question de l'employabilité, parce qu'on a eu un cas comme ça
à Agbaou, précisément dans le département d'Ivo, qui chevauche un peu Iré et puis Divo. Iré est dans le département de Divo, où il y a une quinzaine de jeunes qui se sont retrouvés en prison relativement à ça. Mais cela aussi a été occasionné par manque d'information. L'accès à l'information est difficile. Aussi, les communautés ont souhaité être employées dans la mine. Pour leur jour du travail. Voilà, les communautés ont pensé en fait que c'était là une opportunité pour être employés, surtout au niveau des jeunes. Malheureusement, ils ont été désenchantés de constater qu'il fallait avoir un certain nombre de profils, de compétences pour pouvoir travailler dans les mines. Ce qui est tout à fait normal. Oui, mais aussi, les mines ne prennent pas en compte totalement le contenu local, qui prévoit aussi qu'il faut former des jeunes localement, du personnel localement, même s'ils n'ont pas la compétence dans le domaine, mais il faut les former de telle sorte que ces jeunes soient vraiment employés dans ces mines-là. D'accord. Avec tout ce que vous expliquez, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas une réglementation en vigueur. En principe, il y a des lois, il y a le code minier, vous avez parlé du contenu local. Qu'est-ce qu'on pourra retenir sur la réglementation de ce secteur, du point de vue de la législation? D'accord. Ce qu'il y a ici, c'est que la Côte d'Ivoire a pris quand même une panoplie de tests qui régissent le secteur minier. Donc, il y a le code minier de 2016, il y a également son décret d'application, mais il y a également plusieurs décrets, notamment le décret de l'agriculture concernant les cultures détruites et tout ça, comment les indemniser. Donc, il y a quand même assez de tests qui sont applicables et on peut dire que la Côte d'Ivoire a vraiment beaucoup de tests applicables en matière d'exploitation minière. Mais le problème, c'est l'effectivité sur le terrain. Donc la lutte serait de pouvoir arriver à effectivement mettre toutes ces dispositions en application pour le bien-être, surtout même des populations riveraines des sites d'exploitation minière. Très bien. Et vous avez eu donc l'opportunité de participer à un atelier régional sur l'île de Gorée qui est au Sénégal sur ces questions justement pour en discuter. Alors, quels étaient les enjeux de cet atelier régional? D'accord, merci. Avant d'y arriver, je vais revenir un peu sur la question de la législation. En ce qui concerne la loi, comme Mme Koné l'a dit, il y a toute une panoplie. On a de très beaux textes en Côte d'Ivoire. Surtout le code minier de 2014 a fait l'innovation de prévoir dans les communautés qu'il y ait des comités de développement local, des comités de développement local minier. Voilà, qu'on installe ça au niveau de chaque mine qui se met en place. Et ce comité de développement local minier est constitué de tous les villages qui sont impactés par l'exploitation minière à raison de 3 personnes par village, dont le chef du village ou son représentant, le président des jeunes ou son représentant, la présidente des femmes ou son représentant. Mais il se trouve également que ce comité de développement local minier est présidé par le préfet de la localité. Ça peut être le préfet du département ou le préfet des régions. Et aussi, la trésorerie est assurée par la mine et le secrétariat général est assuré par la direction régionale des mines. L'ossature n'est pas faite de telle sorte que... Voilà. Donc, ce n'est véritablement pas un cadre qui permette aux communautés de s'exprimer mieux et de peser de leur poids. De peser de leur poids. Parce que face à l'administration, un chef de village, on a été à Iré, on a été à Baou, ces localités, on a été même jusqu'à Angovia, qui maintenant aura son CDLM. On a été à Bandoukou, précisément à Similimi. Ils disent que peut faire un chef face à l'autorité au préfet, puisque c'est le préfet qui décide même de la nomination, de l'arrêté
de nomination du chef. Donc, il y a une sorte de pression psychologique au niveau de l'administration qui ne rend pas véritablement efficace le fonctionnement de ces CDLM. D'accord, revenons maintenant à l'atelier. Les enjeux, vous savez que nous avons parlé tout à l'heure de l'insécurité grandissante dans le secteur. On est face à plusieurs enjeux. Quand nous avons été à l'Institut Gorée et que devait alimenter les débats au niveau des différentes villes, des différents pays, bien entendu, il y a le volet environnemental. Les enjeux environnementaux qui sont des éléments assez importants et surtout ce qui est l'extrémisme violent qui pèse aujourd'hui sur plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, parce que récemment, vers le nord, vers Bouna, nous avons eu plusieurs tentatives là-bas de plusieurs mouvements d'hommes armés, mais c'est lié fondamentalement à l'industrie extractive. Donc, il arrive aussi que les minéraux alimentent le terrorisme, des guerres et autres, tout ça. Et la société civile même est en train de porter cette réflexion. C'est pourquoi nous saluons beaucoup cette formation que nous avons eue à Gorée Institut qui nous a renforcé suffisamment les capacités pour faire face aux enjeux et défis dans le secteur. Très bien, Madame Koné, avec ce qu'il explique, et vous qui maîtrisez plus ou moins le cadre de la Côte d'Ivoire, cet atelier, il y avait des représentants du Sénégal, de la Guinée. Ces trois pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, pratiquement vivent les mêmes réalités. Hein? Oui, vous l'avez dit, l'Afrique de l'Ouest regorge vraiment sinon à un potentiel géologique assez important. Et ce potentiel géologique est, on va dire, encore sous-exploité. Et cela veut dire qu'à l'avenir, on devra passer à l'échelle. Donc beaucoup plus d'entreprises vont venir s'installer en Afrique de l'Ouest pour exploiter ces minéraux-là. Mais le problème, c'est que pour le peu qu'on a actuellement, il y a énormément de conflits. Des conflits de tous ordres, relatifs aux violations des droits de l'homme et tout ça. Et il serait intéressant de pouvoir créer une synergie d'action. Et là, on parle en même temps des recommandations pour faire face à ces conflits. Une synergie d'action au sein de la société civile pour pouvoir gérer au mieux ces conflits et même les prévenir. Voilà. D'accord. Toujours sur les recommandations à la sortie de cet atelier régional, qu'est-ce qu'on pourra retenir en termes de recommandations pour faire face à ce genre de situation dans la sous-région de nos pays? Oui, et il y a un élément assez important qu'il faudra regarder de près, c'est les lois ne sont pas, comment on appelle ça déjà là, c'est-à-dire on prend plusieurs lois aujourd'hui qui sont en lien avec le secteur extractif, mais il se trouve que les différentes institutions qui sont concernées par la loi, on a l'impression que ces institutions ne se concertent pas du tout avant d'élaborer la loi. Je prends le cas par exemple d'un village vers Katiola que nous avons visité où il y a une exploitation semi-industrielle dans une réserve forestière. Est-ce que le ministère des Eaux et Forêts a été consulté bien avant de donner cette autorisation à cette entreprise? Donc, il y a un chevauchement des lois. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'harmoniser les lois en tant que telles au niveau du secteur extractif, qui est un élément assez important. L'autre élément, c'est au niveau national, il faut que les parties prenantes, parce qu'il y a trois entités fondamentales qui font le développement local, et autant dans le secteur minier, on a l'État, on a le secteur privé et on a la société civile. Pourquoi il ne serait pas assez intéressant que ces trois entités créent un cadre de concertation permanente pour adresser la question régulièrement ensemble? Donc, ça sera assez intéressant de créer ce cadre-là. Très bien. Et vous, au niveau de la PDH, qu'est-ce que vous comptez faire, que vous ne faites pas déjà? Sinon renforcer. Nous continuons de travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, les questions de transparence
nous intéresse. Et en matière d'exploitation minière, il y a un problème au niveau de la redistribution des revenus de l'exploitation. Et nous aimerions encore travailler, sinon pousser la réflexion sur la transparence dans le domaine, notamment renforcer nos liens avec l'ITIE et tout ça, pour vraiment diffuser les contrats qui sont passés entre l'État et ces différentes entreprises-là, de sorte qu'on puisse en faire véritablement le suivi auprès des populations. Donc nous aimerions aussi qu'il y ait une implication de la société civile à tous les niveaux des réformes qui sont faites. Parce qu'en ce moment, il y a la réforme du code minier, mais la société civile n'a pas été associée à cette réforme. Voilà. Donc en tant qu'agents, on va dire, nous sommes des agents de développement quand même, et nous jouons un rôle de proximité avec les populations, nous sommes au quotidien avec elles, nous savons un peu tous leurs différents ressentis et autres. Donc il serait intéressant qu'on nous associe lorsqu'il y a des réformes pour avoir un test plus inclusif. D'accord, nous aurons certainement l'occasion à d'autres émissions d'approfondir la question, puisque l'extraction des ressources minières et autres ne peut pas être abordée en une seule émission. Ce qui veut dire que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci Madame Koné Nonties. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes la présidente de Action pour la protection des droits de l'homme à BDH. Merci également à M. Vazoumana Koné pour le partage de toute cette expérience dans l'intérieur du pays, le Nord, à Iré, à Divo. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êêtre le président de l'ONG APC à Vie, et puis OPC à Vie, très bien, et président de l'Observatoire pour la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.